La Terre est âgée de 4,5 milliards d'années. Et pourtant, elle reste en constante évolution. Dérive des continents, éruptions volcaniques, avancées et recul des glaciers. La surface de la Terre se façonne avec une infinie variété et les mystères géologiques sont légion. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du territoire de New York, riche d'un passé de 450 millions d'années. La métropole est constellée d'étranges protubérances rocheuses. Les pas de reptiles géants préhistoriques résonnent sous ces trottoirs. Non loin se dresse un immense rideau de lave solidifié. De violentes éruptions volcaniques ont secoué la région. Un manteau de glace, 4 fois plus haut que l'Empire State Building, s'est étendu à perte de vue. L'histoire de New York plonge dans la nuit des temps et lève le voile sur les origines de la Terre elle-même. Notre enquête commence ici, sur les affleurements rocheux de Manhattan. Ces roches vont nous révéler la nature du terrain qui a permis le développement d'une cité titanesque, un centre économique et culturel incontournable. Elles surgissent un peu partout dans Manhattan, imposant leur présence massive dans les parcs ou entre les immeubles. Ces vestiges des temps anciens peuvent faire plusieurs mètres de haut. Les édifices de Manhattan sont tous solidement ancrés dans ce soubassement rocheux. De gigantesques gratte-ciels se dressent vers les nuages, dans les quartiers de Downtown et Midtown, séparés par une bande de construction plus basse. La silhouette de Manhattan est entièrement déterminée par la roche sur laquelle elle a été bâtie. Un géologue spécialiste de la région de New York, Charles Mergerian, va nous en dire plus. Les origines de la croûte terrestre sont inscrites dans les roches qui sont sous nos pieds. Le substrat rocheux du port de New York remonte à un peu plus d'1 milliard d'années. Charles Mergerian va nous expliquer comment le soubassement de la ville s'est formé. Au parc d'Inwood Hill, dans la partie nord de la circonscription, on trouve une roche très dure, le schiste de Manhattan. Pour un œil non averti, c'est une pierre quelconque. Pour un géologue, c'est une mine d'informations. Ces roches sont du schiste de Manhattan. Si on les examine attentivement, on s'aperçoit qu'elles ont été déformées à l'extrême. Voyez comme cette structure dessine un angle aigu. En 3 dimensions, cela donnerait quelque chose comme ça. La roche a été repliée sur elle-même pour plonger vers le sud. Ces roches ont été déformées au cours d'un processus très long. Cette couche de schiste s'étend sur presque tout le territoire de New York. Ce type de déformation témoigne de pression intense. Il analyse un prélèvement pour s'en assurer. La datation radiométrique nous apprend que cette roche a 450 millions d'années. Sa structure est également révélatrice. Elle présente un kaléidoscope de minéraux. Pour moi, les minéraux sont comme les éléments d'un moteur. En les analysant, on peut savoir comment fonctionne la voiture. Mergerian utilise un microscope à lumière polarisée. Ces roches parlent d'elles-mêmes. Il suffit de les examiner pour savoir à quelle profondeur elles se sont formées et leur âge. Elles nous livrent de précieuses informations sur la croûte terrestre. Les minéraux présentent une forme allongée. La roche a dû être compressée par des forces colossales. La couleur des cristaux étaye cette thèse.
Sous la lumière polarisée, le prélèvement du parc d'Inwood Hill apparaît bleu. Cela est dû à la présence de kyanite, un minéral qui se forme loin, sous la surface de la Terre. Une roche née à ces profondeurs possède des caractéristiques de dureté exceptionnelles. Elle constitue dès lors une plateforme idéale pour bâtir une cité titanesque. Mais quelle est la masse qui est à l'origine de sa compression? Selon Mergerian, une chaîne de montagnes s'élevait autrefois ici. Les minéraux qui composent le soubassement de New York nous disent que les roches sur lesquelles la ville s'est érigée ont subi de très grandes pressions. De telles pressions sont exercées à une profondeur de 30 à 40 km par le poids de montagnes probablement aussi hautes que les Alpes. Aussi imposantes soient-elles, les montagnes n'échappent pas aux ravages du temps. Les Rocheuses, par exemple, culminaient à près de 10 000 mètres, il y a plusieurs millions d'années. L'érosion les a réduites de moitié. Le même processus a eu lieu à New York. La pluie, le vent et la glace ont presque entièrement érodé le massif montagneux primitif. Ce sont les cristaux microscopiques de la roche de Manhattan qui témoignent aujourd'hui de son existence. Mais comment sont nées ces montagnes? Le secret de leurs origines tient au mouvement de la croûte terrestre. La lithosphère est découpée en plusieurs grandes plaques tectoniques. Le phénomène d'induction ayant lieu dans le manteau terrestre engendre une lente dérive de ces plaques. Leur collision et leur dislocation donnent naissance aux continents. Il y a 450 millions d'années, la surface de la Terre était très différente. L'Amérique du Nord se trouvait bien plus au sud. L'Amérique du Nord était tournée à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, à cheval sur l'équateur. Sous ces latitudes tropicales, la côte Est bénéficiait de conditions climatiques paradisiaques. Mais à l'horizon se profile une terrible catastrophe. Sous l'effet de la dérive des plaques tectoniques, la côte Est entre en collision avec les rivages de l'ancienne Afrique de l'Ouest. La rencontre a lieu il y a 450 millions d'années. Elle provoque un véritable chaos géologique. Les forces de compression intense érigent une chaîne de montagnes. Cette collision a eu des répercussions fondamentales dans la formation de la côte Est de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, il n'en reste que ces affleurements émergeant du soubassement new-yorkais. La collision qui a engendré la naissance d'une chaîne de montagnes a comprimé et plié le substrat rocheux. Ce sont ces plissements qui donnent à Manhattan sa silhouette caractéristique. Les gratte-ciels sont regroupés dans les quartiers de Downtown et Midtown. Ce sont deux zones où le substrat rocheux dur, formé dans les profondeurs de la Terre, a été repoussé vers la surface. Il constitue un support solide pour les fondations d'édifices élevés. Entre les deux quartiers, la roche a été enfoncée dans la terre. Les couches de sédiments meubles qui s'y sont déposées offrent un appui moins stable. Là où la roche dure affleure à la surface, on peut y river les fondations de grands édifices. Quant aux zones où le soubassement plonge dans les profondeurs, ce sont les sédiments glaciaires qui soutiennent les constructions. Et il vaut mieux ne pas construire de bâtiments trop hauts, à moins de couler un contrefort en béton que l'on appelle des caissons, capables de supporter un très grand poids. Le passé géologique de New York se dévoile peu à peu. La présence de minéraux microscopiques dans le soubassement de la ville indique aux chercheurs qu'il s'est formé sous le poids considérable d'une chaîne de montagnes. La couche de schiste de Manhattan résulte de cette compression intense et elle offre une base solide pour construire des gratte-ciels.
Mais l'histoire de New York ne se résume pas à cela. La collision des plaques continentales a donné naissance à une immense étendue de terre émergée, le supercontinent que l'on appelle Pangée. Le territoire de New York se trouve en plein milieu. Pour s'ouvrir à nouveau sur l'océan, toute cette partie de la côte américaine a dû se séparer de la Pangée. Des traces de violentes éruptions volcaniques, d'extinctions massives et de dislocations continentales sont enfouies sous les trottoirs de la ville. Ce sont autant d'indices qui vont nous dire comment New York est devenue une ville côtière. La ville de New York possède un riche passé géologique. Sa position stratégique sur le littoral et sa baie aux eaux profondes en font un port d'échanges commerciaux de premier ordre. Mais il y a 450 millions d'années, la région de New York s'est retrouvée enclavée dans un gigantesque supercontinent baptisé Pangée. Comment s'est-elle ouverte sur l'océan? Pour le savoir, il faut faire un bond en avant de 250 millions d'années. Dans une carrière du New Jersey, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Manhattan, le paléontologue Paul Olsen met au jour des premiers éléments de réponse. Des empreintes fossilisées. Voici l'empreinte en relief d'un reptile de la famille du crocodile. Il mesurait 1,20 m de long. C'était un des carnivores dominants à la fin du Trias. On voit les doigts avec leur coussinet et la paume. Cet animal faisait la taille d'un crocodile moyen, mais certains spécimens pouvaient rivaliser avec le T-Rex. Ces empreintes sont celles d'une créature ressemblant à un crocodile, le Postosuchus. Il est apparu il y a environ 230 millions d'années. Mais 30 millions d'années plus tard, toute trace de son passage s'évanouit. Le Postosuchus et la moitié des animaux terrestres de l'époque disparaissent subitement. C'est l'une des extinctions massives les plus importantes de l'histoire terrestre. Il y a eu une extinction massive et nous en avons la preuve. Dans la région, on trouve un très grand nombre d'empreintes fossilisées, en particulier celles de reptiles apparentés au crocodile. Mais subitement, on en perd toute trace. Cette extinction massive n'est explicable que par un événement cataclysmique. Olsen pense qu'elle est liée au désenclavement de New York. La région de New York s'étendait sur une ligne fragilisée le long de la collision continentale qui a créé la Pangée. C'était une zone instable, propice aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques. Olsen pense que ces phénomènes sont à l'origine de l'extinction du Postosuchus il y a 200 millions d'années. Une couche de roches sombres, au-dessus de celle où ont été trouvées les empreintes, attire son attention. Il s'agit de basalte. Le basalte est une roche volcanique. Elle résulte de la solidification de la lave émise en surface par un volcan en éruption. Cette activité volcanique serait-elle responsable de l'extinction massive des espèces vivantes et du morcellement de la Pangée ? Cette mince couche de basalte à elle seule ne constitue pas une preuve suffisante. Pour affirmer que de gigantesques coulées de lave ont déclenché une catastrophe planétaire, les géologues doivent fournir des éléments plus probants. Matthew Goring suit une piste. Il étudie les palissades du New Jersey, une longue ligne de falaises bordant la rive ouest de la rivière Hudson. Cette barrière rocheuse s'étend de New Jersey City à mi-hauteur de Manhattan. Elle est entièrement constituée de roches basaltiques, la même qui semble impliquée dans l'extinction massive des animaux terrestres. Et aux palissades, la masse de basalte est colossale.
Les palissades représentent une couche de roches basaltiques de 300 mètres d'épaisseur. Elles s'étendent sur plus de 60 km en d'imposantes falaises le long de la rive ouest de l'Hudson. Des torrents de lave se sont immiscés dans l'écorce terrestre fracturée pour se répandre à la surface. L'ancienne Amérique du Nord a été engloutie sous une couche de lave de 1500 mètres. La roche s'est craquelée en refroidissant. Les fractures verticales forment des colonnes régulières. Ces formations rocheuses caractéristiques ont été étudiées par les géologues dès le 19e siècle. Étonnamment, elles apparaissent des deux côtés de l'Atlantique, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Afrique. Les géologues pensent qu'elles témoignent des lignes de rupture entre les différents continents. Mais cette théorie ne sera vérifiée que dans les années 1950, avec le développement d'une discipline révolutionnaire, le paléomagnétisme. Il étudie et mesure les propriétés magnétiques des roches. De nombreuses roches, dont le basalte, ont une signature magnétique distinctive témoignant de leur formation. Les minuscules cristaux agissent comme des aiguilles de boussole. Au stade magmatique, la roche est en fusion et les cristaux s'alignent sur le champ magnétique terrestre. Ils pointent vers le nord. Quand la roche se solidifie, les cristaux sont figés dans cet alignement magnétique. Sous l'effet de la dérive des continents, les roches se déplacent et les cristaux ne pointent plus nécessairement vers le nord. Matthew Goring et son équipe étudient la signature magnétique des palissades. Pour prélever un échantillon, ils utilisent une perforatrice à injection d'eau. Ils mesureront ensuite l'orientation actuelle des cristaux à l'aide d'une boussole. En se référant au nord magnétique, ils pourront déterminer l'orientation originale de cette roche. On a effectué un prélèvement afin de pouvoir l'analyser en laboratoire. En déterminant son orientation magnétique, on apprendra quelle était l'orientation du champ magnétique de la Terre à l'époque où cette roche s'est cristallisée ou solidifiée. Il est possible que les minéraux contenus dans cette roche pointent dans une autre direction que le nord actuel. En comparant l'orientation magnétique des palissades avec celle des autres affleurements basaltiques découverts autour de l'Atlantique, les géologues découvrent qu'ils se sont formés sous des latitudes très proches. Non seulement ces roches ont le même âge, mais elles ont la même origine géographique. Ainsi, il y a 200 millions d'années, New York jouxtait le Maroc. Toutes les pièces du puzzle sont rassemblées pour reconstituer cette page du passé géologique de New York. Tout a commencé par des éruptions volcaniques titanesques. Il y a environ 200 millions d'années, l'Amérique du Nord et l'Afrique ont commencé à se séparer. Il y a eu de gigantesques éruptions volcaniques le long d'une ligne de rupture très longue dans l'écorce terrestre. Des milliers de volcans ont craché des torrents de lave à la surface de la Terre. La roche en fusion a inondé une très vaste région s'étendant sur près de 10 millions de kilomètres carrés, du sud-ouest de la France au sud-ouest du Brésil, de New York au Mali, dans le cœur de l'Afrique. Toutes ces terres étaient parcourues de coulées de lave pouvant atteindre près de 1500 mètres de haut. Les éruptions volcaniques entraînent une hausse fulgurante des températures. La moitié de la faune et de la flore disparaît. Le Postosuchus n'y survivra pas. Des forces phénoménales déchirent la Pangée. Un océan naît de la rupture et de l'éloignement des plaques continentales, l'Atlantique. Le territoire de New York est désormais en zone côtière.
Des empreintes vieilles de 200 millions d'années préservées sous une couche de basalte et la présence massive des palissades de l'Hudson indiquent que la Pangée s'est disloquée pour créer la côte est de l'Amérique du Nord. Mais l'histoire de New York ne s'arrête pas là. Après une naissance dans le feu des entrailles de la Terre, la région va subir l'effet d'une autre force destructrice. Les géologues ont reconstitué le passé géologique de la ville de New York. Il y a 250 millions d'années, l'Atlantique est né, ouvrant le territoire de New York sur l'océan. La rivière Hudson n'était à l'époque qu'un mince cours d'eau. Qu'est-ce qui a pu en faire une voie navigable permettant aux cargos de marchandises de remonter loin dans les terres? Des blocs de pierre disséminés dans Central Park sont de précieux indices sur la formation de la vallée de l'Hudson. Certains pèsent plusieurs tonnes. Le plus étonnant, c'est qu'ils n'ont rien à voir avec la roche environnante. D'où viennent-ils? Charles Mergerian va nous le dire. Ce rocher vient des palissades de l'autre côté de l'Hudson dans le New Jersey. Il présente une surface très lisse. Sa composition est complètement différente des roches alentours, qui sont du schiste de Manhattan. Le schiste de Manhattan est riche en mica, or cette roche n'en contient absolument pas. Les palissades se dressent au nord-ouest de notre position actuelle. Les palissades surplombent la rivière Hudson sur plus de 60 km. Qu'est-ce qui a pu transporter ces rochers sur une aussi grande distance? Pour Mergerian, il ne peut s'agir que de glace. Les géologues ont observé un phénomène similaire dans les Alpes suisses. En s'écoulant, les glaciers détachent des blocs de roche et les charrient dans la zone de transport. Ces débris agissent comme un abrasif sur le paysage et creusent des rainures sur le substrat rocheux. En fondant, la glace laisse ses débris derrière elle. Mergerian pense que les rochers de Central Park sont les vestiges d'une érosion glaciaire. Cela expliquerait aussi les stries creusées dans le soubassement rocheux. L'affleurement rocheux de Central Park nous montre les traces que laissent les glaciers sur le paysage. Ce sont des stries glaciaires. Elles sont creusées par des rochers enchâssés dans la glace et charriés par elles. Ces blocs de pierre ont taillé et poli la roche à la manière d'un burin. Pour Mergerian, ces roches prouvent qu'autrefois New York était recouverte par une immense couche de glace. Au cours de millions d'années, les glaciations successives ont transformé l'Amérique du Nord en un océan blanc. Ces stries ne livrent cependant pas toute l'histoire de New York. L'érosion indique qu'un événement glaciaire phénoménal a aplani le territoire de la future métropole. Pour savoir jusqu'où s'étendait la glace, Mergerian se rend à 80 km au nord de New York, dans les hauteurs de Bear Mountain. Il observe les mêmes traces d'érosion glaciaire qu'à Central Park. Nous avons ici des abrupts d'arrachement, qui sont des traces caractéristiques du passage d'un glacier. Ils sont dus à la présence de blocs de pierre dans la zone de transport. Quand le glacier avance, il charrie ces rochers qui vont polir la surface du substrat et en arracher des morceaux au passage. C'est ce qui forme ces saillies dans le relief. Ces traces nous apprennent que le glacier devait faire des centaines de mètres d'épaisseur.
Bien que nous sommes à 390 mètres au-dessus du niveau de la mer, la glace recouvrait presque entièrement les sommets de Bear Mountain. Les géologues ont découvert les mêmes abrupts d'arrachement sur des pics voisins culminant à plus de 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils prouvent qu'un glacier au moins aussi haut s'est écoulé à travers ces montagnes. La même chose se serait-elle passée dans les alentours de Central Park? La réponse réside encore une fois dans la roche. Ces stries parallèles ont également été creusées par le passage d'un glacier. Les débris charriés par la glace ont érodé la surface dure du substrat granitique. Ils l'ont poli et ont taillé une série de sillons qui se voient à peine ici. Mais selon la lumière, elles apparaissent plus clairement. Je vais mesurer leur orientation. Elles indiquent le nord à 20 degrés ouest, exactement comme les stries glaciaires de Central Park. Cela prouve que la couche de glace qui recouvrait Bear Mountain s'étendait jusqu'à Central Park. La ville de New York était engloutie sous un glacier 4 fois plus haut que l'Empire State Building. Une couche de glace d'1,5 km d'épaisseur a exercé une pression colossale sur le paysage. Elle l'a sculpté et érodé jusqu'à lui donner son aspect actuel. La glace a broyé tout ce qui se trouvait sur son passage, tel un bulldozer, rasant les vestiges de la chaîne de montagnes primitive. Avant la formation des glaciers, les eaux de la rivière Hudson avaient creusé une vallée en forme de V. L'érosion glaciaire a remodelé cette vallée fluviale pour lui donner une forme de U. Dès lors, la topographie de l'Hudson s'est prêtée au passage de gros navires marchands. Presque tout est en place pour accueillir la mégalopole de New York. Les stries creusées dans les affleurements rocheux de Central Park témoignent d'une forte érosion glaciaire. Les abrupts d'arrachement sur Bear Mountain montrent qu'une couche de glace 4 fois plus élevée que l'Empire State Building recouvrait les environs. En fondant, la glace a laissé une longue barrière de débris sédimentaires coupant la rivière Hudson de l'Atlantique. Reste maintenant aux géologues à comprendre ce qui a percé ce barrage pour ouvrir le port de New York sur l'océan. New York est l'un des plus grands ports naturels du monde. Mais cela n'a pas toujours été le cas. À la fin de la dernière période glaciaire, l'entrée du port était barrée. Il y a 16 000 ans, la fonte des glaciers a laissé un mur de débris haut de 270 mètres. La moraine s'étendait de Long Island à Staten Island, forçant l'Hudson à se frayer un chemin tortueux vers l'océan. Serait-ce une crue subite qui aurait renversé cette barrière rocheuse? Ce serait l'hypothèse la plus vraisemblable, mais il faut la prouver. Dans les années 1960, des pêcheurs font une prise inattendue à l'embouchure de l'Hudson. Il s'agit d'une gigantesque défense de mammouth. Ces mammifères géants peuplaient les plaines de l'Amérique du Nord avant de s'éteindre à la fin de la période glaciaire. Il n'est donc pas surprenant de trouver des traces de leur existence dans les environs. Mais les découvertes d'ossements de mammouth se multiplient dans l'embouchure de la rivière. Un violent torrent a dû les emporter au large de la côte.
d'autres éléments corroborent cette thèse. D'énormes blocs de pierre jonchent les fonds sablonneux. Certains sont aussi gros que des voitures. Selon toute probabilité, ils proviennent de la moraine qui reliait Long Island à Staten Island. Pour le géologue David Franzi, seul un torrent violent a pu les transporter là. D'après la taille des rochers, on sait qu'il a fallu un courant d'un débit minimum de 45 000 mètres cubes d'eau par seconde, ce qui est déjà 3 fois plus que le débit du Mississippi. D'où vient cette eau? Les chercheurs se mettent en quête de la source d'un torrent suffisamment violent pour avoir charrié ces énormes blocs de pierre dans la mer. Pour les géologues, les roches sont comme les pages d'un livre d'histoire. L'érosion peut arracher quelques feuillets. Notre travail consiste alors à rassembler des éléments fragmentaires pour reconstituer les événements de façon cohérente. À 500 km au nord de New York, David Franzi cherche le sillage d'un flux torrentiel d'eau. Il se rend sur le mont Covey Hill, dans le massif des Adirondacks. À cet endroit poussent des pins gris. En général, les terres riches et fertiles de la région sont propices à une végétation plus luxuriante. Leur présence indique une couche de terre peu profonde. Les pins se sont enracinés à même la roche. Ici, le substrat rocheux, constitué de grès, affleure à la surface. La couverture minérale du sol est quasi inexistante et elle subit de longues périodes de sécheresse en été. Le pin gris est une des rares espèces adaptées à ces conditions difficiles. Où est passée la terre? La forêt de pins s'étend jusqu'à l'entrée d'une longue gorge. Habituellement, il faut des milliers d'années pour que l'érosion creuse ce type de défilé. Mais ici, l'absence de couverture de sol suggère une crue soudaine. Un torrent d'une force phénoménale aurait balayé la terre et taillé la roche. À bord d'un hélicoptère, Franzi suit le défilé. Ce dernier s'ouvre à l'ouest sur un vaste bassin à sec, situé à proximité du lac Ontario. On pourrait très bien imaginer que cette vallée était remplie d'eau. Les sommets des collines environnantes émergeaient comme autant d'îles. Il y a 16 000 ans, plus de 8 milliards de kilomètres cubes d'eau remplissaient ce bassin. Les géologues ont appelé cette immense étendue d'eau le lac Iroquois. Il s'est formé à la fin de la dernière période glaciaire. Le lac est né du recul des glaciers. En fondant, les blocs de glace qui retenaient l'eau se fragilisèrent. Quand ils finirent par céder, cela provoqua une soudaine et immense crue. Le niveau du lac baissa d'une vingtaine de mètres. Plus de 650 km3 d'eau se sont déversés dans la vallée du lac Champlain. Des trompes d'eau ont traversé cette vallée pour s'engouffrer dans celle de l'Hudson et se jeter dans l'océan Atlantique. Le torrent dévale sur New York à 50 km au sud avant de gagner l'océan par le plus court chemin. Il percute alors de plein fouet l'ancienne moraine qui retenait l'Hudson. Le pont qui se dresse derrière moi traverse le canal créé par cette crue subite. La force du torrent a rompu la barrière que constituait la moraine. Cette ouverture est aujourd'hui le principal chenal d'accès au port de New York. Elle a été baptisée les Narrows. Aujourd'hui, le célèbre pont suspendu de Verrazano l'enjambe. Le détroit est suffisamment profond pour laisser passer les plus gros navires océaniques.
Pour les géologues, les défenses de mammouths et les énormes blocs de pierre qui tapissent l'embouchure de l'Hudson témoignent du passage d'un torrent assez violent pour balayer la moraine. Un défilé remontant au Grand Lac indique la source de ce flux d'eau. C'est une crue titanesque qui a créé les Narrows. Elle a par la même occasion donné au port de New York une voie d'accès navigable. Les caractéristiques géologiques de New York ont joué un rôle fondamental dans son développement. Mais les éléments qui ont contribué à son érection peuvent également être les instruments de sa destruction. New York possède une histoire qui remonte à plus de 500 millions d'années. La surrection d'une gigantesque chaîne de montagnes, les éruptions volcaniques et les glaciations ont modelé son paysage. Mais qu'en est-il de son avenir ? Les processus géologiques ont permis le développement d'une des plus puissantes métropoles mondiales, mais ils ont aussi le pouvoir de la rayer des cartes. Nous sommes dans le sud de Manhattan, sur Canal Street, l'une des artères principales. En 1821, un ouragan de catégorie 2 a entraîné la montée des eaux de 4 mètres en seulement 1 heure au niveau de Battery Park. La rivière Hudson et l'East River se sont rejoints. Canal Street a été englouti sous les eaux, scindant Manhattan en 2 îles durant 3 heures, le temps que le niveau de l'eau revienne à la normale. New York est vulnérable de par sa position côtière. Long Island s'étend au nord-est, pratiquement en angle droit avec les rivages du New Jersey. New York est enclavée par la pointe est de Long Island. En temps normal, l'île protège la cité de la mer. Mais face aux ouragans, Long Island peut devenir une menace. Sa présence est à double tranchant. Les cyclones tropicaux qui font rage le long des côtes de l'Atlantique créent et poussent de gigantesques empilements d'eau, que l'on appelle des ondes de tempête. Si les vents s'engouffrent dans les Narrows, selon un certain angle, ils vont pousser ces ondes de tempête dans le chenal entre Long Island et le New Jersey. Nous sommes à l'endroit même où se concentreraient les ondes de tempête si un ouragan frappait New York avec un angle optimal. La marée subite s'engouffrerait dans les Narrows. Elle balayerait le pont Verrazzano pour redoubler de vitesse et s'abattre sur New York. Ces ondes peuvent atteindre des hauteurs incroyables. Après Miami et la Nouvelle-Orléans, New York est la 3e ville américaine la plus vulnérable aux dégâts causés par les cyclones tropicaux. Le passage d'un ouragan aurait des conséquences désastreuses. Les ouragans ont frappé New York en 1821, en 1893 et en 1938. Ils ne sont pas très fréquents, mais imaginez les dégâts qu'ils occasionneraient aujourd'hui. Les infrastructures seraient anéanties, l'eau de mer inonderait le métro souterrain, endommageant tous les circuits électriques. Il faudrait débloquer des sommes faramineuses pour tout reconstruire. Cela impliquerait des retards dans les secteurs du commerce, des finances et des transports. Ce serait une catastrophe sans précédent. Les ondes de tempête ne sont pas les seules menaces à craindre. Les forces géologiques qui ont façonné les lieux sont encore actives et peuvent se traduire par des tremblements de terre dévastateurs. Le 4 novembre 1884, New York est secoué par un tremblement de terre qui dure 10 secondes. Le pont de Brooklyn vacille et les habitants cèdent à la panique. Le séisme est de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. Le 17 janvier 2001, New York tremble encore. Cette fois, le séisme est mineur. D'une magnitude de 2,4, il a lieu sous la 125e rue.
Le tremblement de terre de 2001 est le premier à être localisé avec certitude à Manhattan. Beaucoup de personnes l'ont ressenti. Pour savoir si New York est encore menacée par des tremblements de terre, il faut s'enfoncer dans le sous-sol de la ville. Le sismologue Leonardo Sieber étudie les causes de ces secousses sismiques. Dans un tunnel de métro, à 30 mètres de profondeur dans le soubassement de l'East River, un laboratoire en préfabriqué permet d'examiner les roches au plus près. Il s'agit de schistes de Manhattan. Mais Sieber craint qu'il ne soit pas aussi solide qu'on le pensait. Le territoire de New York est une zone sismique. Cela veut dire que l'on y a enregistré une série de secousses. En tant que géologue, je cherche quelles sont les failles qui ont généré ces secousses. La majorité des tremblements de terre survient au niveau des lignes de rupture entre les différentes plaques tectoniques. Ce n'est pas le cas des séismes qui ont secoué New York. La cité se dresse en plein milieu de la plaque nord-américaine, à mi-chemin entre la dorsale médio-atlantique et la faille de San Andreas. Quelle est leur origine alors ? En examinant les parois du tunnel, Sieber pense avoir trouvé la réponse. Ces longues fractures dans la roche sont des lignes de failles formées sous de fortes pressions. La tension se relâchant, la roche se fissure et coulisse. Le phénomène se traduit en surface par un tremblement de terre. Nous avons ici une ligne de faille. Comme elle est petite, elle n'a dû générer que de légers tremblements de terre. Mais elle peut provoquer en chaîne d'autres glissements de failles et engendrer des secousses plus violentes. Ces failles dans le soubassement new-yorkais témoignent d'une activité sismique passée. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen de savoir si ces failles sont actives et si elles représentent encore une menace. Si un tremblement de terre de forte magnitude survenait aujourd'hui à New York, il occasionnerait des dommages considérables. La majorité des bâtiments de New York ne résisteraient pas à un tremblement de terre majeur. Les tunnels des voies de communication seraient en première ligne, en particulier ceux qui traversent les rivières, car certaines portions reposent sur de la roche dure, tandis que d'autres sont creusées dans une couche sédimentaire meuble. L'isolation des deux matériaux peut provoquer des fissures et des crevasses. Les infrastructures seraient ravagées. Cela prendrait des dizaines d'années à tout remettre en état. Les géologues ont rassemblé tous les éléments du passé géologique de New York. Le soubassement de la ville s'est formé sous une chaîne de montagnes culminant à plus de 1600 mètres. L'activité volcanique et des millions de kilomètres carrés de lave ont disloqué un ancien supercontinent pour créer la côte est de l'Amérique du Nord. Un glacier 4 fois plus haut que l'Empire State Building a façonné le lit profond de la rivière Hudson. Une crue phénoménale a troué la moraine glaciaire pour ouvrir le port de New York sur l'océan. Selon les géologues, de grandes catastrophes naturelles menacent l'avenir de la ville. Dans 40 000 ans, une couche de glace va recouvrir la région. Dans 250 millions d'années, l'Atlantique va commencer à se refermer. L'Europe et l'Afrique entreront à nouveau en collision avec la côte américaine. Les vestiges fossilisés de ce qui fut New York ne formeront alors qu'une couche sédimentaire parmi d'autres dans les entrailles d'une nouvelle chaîne de montagnes. Un bref paragraphe dans l'histoire de notre planète.